David Corban. Bonjour Frédéric Rivière. Les pays du G7 se sont mis d'accord ce week-end pour redistribuer 1 milliard de doses de vaccins contre le Covid d'ici à la fin de l'année 2022 pour combler le retard dans les pays pauvres. Est-ce que cet engagement vous satisfait? Est-ce qu'il vous paraît à la hauteur de l'enjeu? C'est mieux que rien, mais depuis le début, il y aurait dû avoir cette stratégie pas seulement une stratégie de solidarité d'ailleurs avec les pays du Sud. Il s'agit bien de comprendre que cette stratégie de vaccination mondiale, elle nous protège également, puisque vous avez vu que quand on ne le fait pas, on a ce qu'on appelle des variants, il risque d'y en avoir d'autres, et la multiplication de ces variants peuvent générer une nouvelle génération de virus, dont, y compris les vaccins aujourd'hui dont nous disposons, ne pourraient pas prévenir le risque. Et donc, quand on vaccine partout dans le monde, on se vaccine aussi nous-mêmes. Donc 1 milliard, c'est peu, hein, on est 7 milliards sur Terre, donc il faut aller plus vite. Il y a aussi la question dont ils n'ont pas parlé de la levée des brevets, puisqu'il y a aussi l'enjeu de pouvoir déployer, multiplier la production de ces vaccins à une vitesse la plus rapide possible. Et il ne doit y avoir aucune entrave à la diffusion de ces vaccins pour qu'on arrive à éradiquer cette épidémie. La France, par exemple, Emmanuel Macron l'a indiqué, va doubler ses dons de doses pour les porter à 60 millions d'ici la fin de l'année. 60 millions de doses à l'échelle de la population française, c'est un effort qui n'est pas négligeable. C'est très bien, mais si chaque pays riche, qui représente 1 milliard d'habitants, donne autant de vaccins que sa population, ça fait 1 milliard de doses, on y est. Or, je le répète, nous sommes 7 milliards. Certains disent qu'il faudrait 11 milliards de doses pour véritablement pour être sûr que tout venir le à monde bout le fasse. Non, il faut le faire rapidement, vraiment. Si on veut, vous savez, là, il faut une stratégie d'éradication du vaccin. Donc, il ne faut plus que le vaccin circule, parce qu'à chaque fois qu'il circule, y compris avec les vaccins qu'on a, qui limitent la charge virale, mais qui n'empêche pas complètement le virus de circuler, c'est le risque que le virus se recombine et qu'on ait des variants. Alors, les dirigeants du G7 ont également demandé une enquête plus approfondie de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur l'origine du virus en Chine, pour savoir s'il pourrait provenir d'un accident de laboratoire. Cette hypothèse, qui était volontiers qualifiée de complotiste il y a quelques mois ou une année, aujourd'hui paraît de moins en moins improbable. Non, ce qui était complotiste, c'était les raisons pour lesquelles ce vaccin aurait échappé. Mais très tôt, moi, je ne rappelle pas... Souvenez-vous quand même de comment un certain nombre de journaux, notamment, parlaient de ceux qui émettaient cette hypothèse. C'était tout de suite renvoyé à l'extrême droite. Non, j'avais bien regardé. Et très tôt, il y a eu des articles dans des journaux sérieux qui évoquaient cette hypothèse-là. Après, elle n'est pas forcément, complètement déconnectée avec l'autre hypothèse qui, aujourd'hui, est celle qui est majoritairement probable, mais on verra à la fin, qui est la question des zoonoses, etc., etc. Ce qui est sûr, c'est que, quelle que soit son origine, on joue trop avec le vivant, on joue trop avec ces sujets-là, et il faut qu'il y ait une bonne conduite à la fois pour préserver la biodiversité et donc se garder des risques de zoonose, et puis aussi qu'on arrête de jouer dans des laboratoires, même si ça vient pas de ce laboratoire, il faut une plus grande transparence sur ce qu'on y fait. Quand on joue et quand on manipule des virus, il faut qu'il y ait un contrôle international sur ce que les uns et les autres font. On ne peut pas avoir des apprentis sorciers qui s'amusent aux quatre coins du monde avec ces choses-là. Mais le contrôle international et une enquête en Chine, ça n'est pas facile. Ça, je vous le fais pas dire, c'est même impossible, parce que, évidemment, la Chine s'y oppose, mais la Chine, elle est aussi tributaire des pays occidentaux pour son économie, et donc elle n'a pas les pleins pouvoirs. Nous avons des mesures de rétorsion qui sont des mesures importantes, puisque sans débouché économique, et leur débouché économique, c'est nous, il serait en difficulté. À ce propos, justement, le G7 a appelé la Chine à respecter les droits humains, en particulier dans le Xinjiang, où vit la minorité ouïghour, ainsi qu'à Hong Kong. Le G7 exhorte plutôt la Russie à cesser ses activités déstabilisatrices, notamment via des cyberattaques. Est-ce que l'Europe doit suivre cette direction qui est défendue par le président américain Joe Biden ? D'abord, on est dans une situation géopolitique de chaos qui, depuis plusieurs années, on le voit, se multiplie avec des risques, avec des menaces, y compris sur nos démocraties, puisque ces pays essayent de faire de l'ingérence sur les démocraties occidentales. Moi, je ne crois pas que l'Europe doit suivre Biden. Elle doit être à l'initiative. C'est l'Europe, la première puissance économique du monde. C'est un continent extrêmement puissant, mais qui n'est pas assez fédéralisé, qui n'est pas assez unifié d'un point de vue politique. Et moi, je suis un peu triste de constater qu'il faille attendre que M. Biden
lève les sourcils pour que nous nous en occupions. Au Parlement européen, on s'est battu, mais avec Raphaël Glucksmann, notamment Mounir Satouri, mon collègue député vert, pour faire obstacle notamment au projet de traité d'investissement avec la Chine en disant il y a une condition parmi d'autres incontournable, c'est la question des droits humains. On ne peut imaginer un équilibre planétaire, une émancipation de la civilisation humaine qui reposerait sur des accords de libre-échange ou des accords économiques qui font fi de ces valeurs fondamentales, dont le respect élémentaire des droits humains. Sur la question de la fiscalité minimum, cette volonté a été réaffirmée au cours du G7. Sur ce dossier-là, est-ce que l'Europe suit les États-Unis ou est-ce qu'elle est à l'initiative, comme le dit volontiers notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire? Non, Bruno Le Maire, embellit son rôle dans cette affaire, mais c'est un rêve quasiment du mensonge, puisque l'Union européenne n'a pas été à l'initiative. Je le regrette, moi je suis à la commission budget au Parlement européen, et donc quand on a fait le plan de relance, la question s'est posée de comment le financer. Et on s'est beaucoup battu pour qu'il y ait ce qu'on appelle des fiscalités propres européennes, des fiscalités justes, c'est-à-dire faire payer ceux qui aujourd'hui échappent à l'impôt. Car notre économie mondialisée repose sur le fait que les plus puissants ne payent pas d'impôts. Les GAFAM, Facebook, Google, Apple organisent leur échappatoire à l'impôt. Et donc l'Europe, je le redis, la première puissance économique du monde, peut être prescriptrice en termes de fiscalité juste. Qui s'y est opposé ? Notamment la France, qui ne veut pas d'une taxe sur les transactions financières qui soit à la bonne hauteur. Et sur la question du taux minimum d'imposition, pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit en quelques secondes, il s'agit de faire en sorte de couper l'herbe sous le pied des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, ce sont des États souverains qui décident de leur fiscalité, qui disent « nous, on va imposer à 2%, 3%, 5%, 6%. » Il y a y compris des paradis fiscaux au sein même de l'Union européenne, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas. Et donc ce taux d'imposition minimum, mais il faut qu'il soit à un niveau qui soit élevé pour que ça soit efficace. C'est pour ça que M. Biden avait proposé 21%. Et M. Le Maire, à l'époque, avait dit c'est un peu trop, on va essayer, mais ça sera trop. Et du coup, Biden a reculé, et là, aujourd'hui, on a un taux, si tout va bien, à 15, mais 15, comme vient de le dire M. Piketty, Thomas Piketty, dans une tribune du Monde, c'est insuffisant, parce qu'en fait, ça revient à donner un blanc-seing à l'évasion fiscale. Pour que ça soit efficace, c'est 21% minimum. Voilà. Bon, on n'a pas parlé du climat, une fois n'est pas coutume, mais il paraît c'est lié à la question. C'est bien de sortir de sa zone de confort. Non, mais le climat, c'est essentiel, mais c'est lié à la question fiscale. On ne sauvera pas le climat s'il n'y a pas de justice fiscale. Merci David Cormand. Merci à vous. Bonne journée.